Pink Floyd est l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock, tant sur le plan musical que créatif. Récemment, David Gilmour, le guitariste principal du groupe, a fait part de ses 4 chansons préférées de Pink Floyd. Quelles sont les chansons qu'il a mentionnées? Rejoignez-nous pour découvrir cette liste et bien d'autres choses encore. Commençons par un retour aux sources de ce groupe légendaire. L'évolution de Pink Floyd à travers le temps. Les 3 frères Waters, Mason et Wright, ont commencé leurs études d'architecture à l'École polytechnique de Londres, située sur Regent Street, en septembre 1962. Sans le savoir à l'époque, ces 3-là allaient devenir Pink Floyd. En 1964, 2 ans plus tard, Syd Barrett, de 2 ans leur cadet, s'installe à Londres pour suivre les cours du Camberwell College of Arts. Roger Waters et Syd étaient des amis d'enfance. Waters rendait souvent visite à Syd chez lui et l'observait pendant qu'il jouait de la guitare dans le salon de sa mère. Interrogé sur sa première impression de Syd, Nick Mason avait une histoire intrigante à raconter. Selon lui, tout le monde essayait d'être très cool, à la manière d'un adolescent maladroit. En revanche, Syd était unique. À l'époque, il était plutôt rare qu'il soit extraverti, même si c'était inhabituel. Nick se souvenait que Syd s'était présenté lors de leur première rencontre. D'une manière générale, les gens de l'époque n'étaient pas très aimables. Roger Waters et Nick Mason se sont croisés pour la première fois alors qu'ils poursuivaient des études de design. Ils ont fini par s'associer à quelques autres étudiants et ont commencé à donner des concerts. Sheila, la sœur de Keith, et Clive Metcalf, 2 de leurs amis, faisaient également partie de ce premier groupe. Au bout d'un certain temps, Richard Wright, également étudiant en architecture dans la même école, s'est joint au groupe. C'est à ce moment-là que le groupe forme officiellement Sigma Six, composé de 6 membres. Au départ, Richard Wright jouait de la guitare rythmique, Roger Waters de la guitare solo et Nick Mason de la batterie. Au fil du temps, Richard s'est rendu compte que les claviers étaient plus à sa portée. Le groupe répétait dans un salon de thé au sous-sol de l'école polytechnique pour des réunions privées exclusives. Ils interprètent des chansons des Searchers ainsi que des compositions originales de Ken Chapman, un camarade de classe qui est à la fois leur manager et leur parolier. Lorsque Pink Floyd a été créé en 1965, sa formation initiale était composée de Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright et Nick Mason. La musique du groupe évolue rapidement, incorporant du rock progressif et des accents psychédéliques. Après le départ de Syd Barrett en 1967, David Gilmour devient membre du groupe et lui donne une nouvelle profondeur. The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals et The Wall sont parmi les albums les plus mémorables de l'histoire du rock qui ont commencé avec l'entrée de Gilmour. Roger Waters et Nick Mason s'installent dans un appartement au numéro 1 en septembre 1963. Al 39 Stanhope Gardens, Highgate, Londres. Le propriétaire de cet appartement s'appelle Mike Leonard. Il a travaillé comme instructeur privé pour Roger et Nick à l'école polytechnique de Regent Street et au Hornsey College of Art. Mais Nick n'est pas resté très longtemps. Il quitte la résidence après la fin de l'année scolaire 1964. Bob Close, un guitariste, le remplace en septembre 1964. Il s'agit d'un événement décisif puisque Roger Waters passe de la guitare solo à la basse avec l'arrivée de Bob. Pour le groupe, il s'agit d'un tournant décisif. À cette époque, leur groupe, Sigma Six, connaît des troubles internes quant à son identité. Ils ont expérimenté un certain nombre de noms, dont The Spectrum Five, Leonard's Lodgers, The Screaming Abdabs, The Megadeths at the Abdabs. Ils ont finalement opté pour le nom The T-Set. C'est alors qu'une chose fascinante se produit. En septembre 1963, le groupe subit une réorganisation majeure. Le départ des membres originaux, Clive Noble et Keith Metcalf, partis créer d'autres groupes, laisse la formation vide. Syd Barrett a pu rejoindre Roger Waters et Bob Close à Stanhope Gardens après leur départ. Dès l'arrivée de Barrett, l'alchimie du groupe se modifie, ouvrant la voie à des changements majeurs dans leur trajectoire musicale. Bob Close, musicien récemment engagé, est ami avec Chris Dennis, un technicien de la Royal Air Force, RAF. Chris, qui avait de l'expérience dans l'industrie musicale, a brièvement joué le rôle de chanteur pour le groupe. À cette époque, le groupe traverse une période de transition, mais de nombreux autres changements sont à venir.
En décembre 1964, le groupe enregistre pour la première fois. Un ami de Richard Wright les aide à obtenir du temps de studio en dehors des heures de travail dans un studio de West Hampstead. En revanche, Richard Wright n'est pas présent pour cette session d'enregistrement car il est en vacances scolaires. Un tourbillon de changements s'opère au sein du groupe au début de l'année. Chris Dennis doit quitter le groupe au début de 1965 lorsque la Royal Air Force le transfère à Bahreïn. Lorsque Syd Barrett accepte le rôle de chanteur du groupe, c'est un tournant décisif. Le groupe obtient un engagement remarquable plus tard en 1965 lorsqu'il est engagé pour jouer en résidence au Countdown Club, situé près de Kensington High Street à Londres. Il s'y passe plus de choses qu'il n'y paraît. Leur set était long et difficile, et ils devaient jouer presque tous les soirs. Chaque soir, ils doivent jouer 3 fois 90 minutes. Leur endurance et leur ingéniosité sont mises à rude épreuve par cet emploi du temps exigeant, qui les maintient sur scène de tard dans la nuit jusqu'au petit matin. Le groupe a commencé à faire de nombreuses expériences pour maintenir des performances intéressantes et passionnantes. Rétrospectivement, Nick Mason se souvient que c'est à cette époque que le groupe a réalisé le potentiel des longs solos pour allonger leurs morceaux. Le son révolutionnaire de Pink Floyd est né de leurs expériences en matière de durée et d'improvisation, qui rompaient radicalement avec les formes conventionnelles des chansons. Leur musique a commencé à s'allonger, à explorer de nouveaux territoires musicaux et à établir le cadre de leur son, caractéristique plutôt que de rester confinés dans des morceaux brefs et traditionnels. Au milieu de l'année 1965, Bob Close quitte le groupe. Il choisit de partir après avoir reçu des conseils de ses professeurs d'université et subit la pression de ses parents. Puisque Bob n'est plus dans le groupe, le guitariste principal Syd Barrett prend le relais. À ce moment-là, Syd était déjà devenu une partie intégrante du caractère du groupe. Le groupe a atteint un tournant lorsqu'il a commencé à développer le son qui lui apportera la célébrité. Comment le groupe s'est-il alors transformé en Pink Floyd? L'ascension vers le rock and roll. C'est à la fin de l'année 1965 que le groupe décide de changer de nom pour devenir Pink Floyd Sound. Cela s'est produit à l'improviste lorsque Syd Barrett a appris que leur spectacle serait également partagé avec un autre groupe nommé T-Set. Syd les rebaptise donc à la volée. Ce faisant, il fusionne les initiales de 2 artistes de blues dont il apprécie le travail, Pink Anderson et Floyd Council. Dans sa collection, Syd a conservé leurs disques. Le nom Pink Floyd est donc né. En 1966, Pink Floyd a principalement adopté un son rhythm and blues. Les choses commencent à bouger pour le groupe lorsqu'il commence à être payé pour ses concerts. Le concert qu'ils ont donné en décembre 1966 au Marquee Club a été l'un des grands moments de l'année. Peter Jenner, professeur d'économie à la London School of Economics, l'essaye à vous. Les effets sonores obtenus par Syd Barrett et Richard Wright ont stupéfié Peter. Andrew King, un ami et collègue de Peter, décide de diriger le groupe malgré le manque d'expertise musicale de Peter. Pour financer l'achat d'instruments et d'équipements supplémentaires pour le groupe, Peter et Andrew ont créé Black Hill Enterprises en utilisant les fonds provenant du Legs d'Andrew. Leurs dépenses s'élèvent à près de 1000 livres sterling, soit environ 23 500 livres sterling en monnaie moderne. Parallèlement, Peter a proposé d'exclure le mot « sound » de leur nom. C'est ainsi qu'ils deviendront Pink Floyd, sous la direction d'Andrew King et de Peter Jenner. Pink Floyd commence à jouer un rôle important dans la scène musicale underground de Londres. Des lieux tels que le Marquee Club et All Saints Hall accueillent leurs concerts. En outre, ils commencent à faire preuve de plus d'audace dans leurs prestations. Les longs passages instrumentaux, qui rappellent les voyages musicaux, deviennent un élément essentiel des concerts du Countdown Club. Ils utilisent des effets de lumière simples mais imaginatifs pour pimenter encore plus leur représentation. Leur spectacle avait un caractère psychédélique et surréaliste parce qu'ils projetaient diverses images sur des diapositives colorées et des éclairages domestiques ordinaires. Les réseaux sociaux étendus de Jenner et King ont permis à Pink Floyd d'être remarqués par les médias. Des journaux de renom les ont même remarqués. L'une de leurs performances a fait l'objet d'un article publié à la fois dans le Sunday Times et le Financial Times. L'article décrit une soirée au cours de laquelle Pink Floyd s'est produit avec
ces formes étranges et multicolores clignotant sur un écran massif derrière eux. Leur musique a été décrite comme pulsante et l'ensemble de l'événement a été décrit comme hautement hallucinogène. Les Floyd ont été propulsés sous les feux de la rampe grâce à ce type découverture et sont devenus un groupe clé de la scène underground londonienne naissante. C'est un moment décisif dans l'évolution de Pink Floyd, qui passe d'un groupe principalement connu pour sa musique à un groupe réputé pour produire des expériences novatrices et palpitantes, incluant des éléments sonores et visuels. Un changement radical s'opère au sein de Pink Floyd à la fin de l'année 1966. De quoi s'agit-il? Au fur et à mesure que le groupe progresse, il s'éloigne de ses racines dans les reprises de rhythm and blues et se lance dans la musique originale, dont Syd Barrett est l'auteur principal. À l'aube de cette nouvelle ère, Pink Floyd commence à se forger un son qui deviendra instantanément reconnaissable comme le sien. À cette époque, Barrett compose plusieurs chansons qui figureront sur leur premier album, démontrant ainsi leur progression d'un groupe de reprises à des artistes originaux. Le passage des compositions originales aux compositions originales est plus qu'un simple changement de style. Il s'agissait d'une tentative de s'aventurer dans un domaine inexploré. Alors que le groupe continue d'explorer son identité musicale, il tente également de trouver un équilibre entre ses impulsions expérimentales et les attentes du public. Il repousse les limites de ce qui est considéré comme de la musique grand public. En outre, même si cette démarche est à la fois excitante et satisfaisante sur le plan créatif, elle n'est pas toujours chaleureusement acceptée. Lorsqu'ils adoptaient une approche expérimentale, cela rebutait parfois les publics plus habitués à écouter de la musique traditionnelle. À titre d'exemple, un événement notable s'est produit dans un club de jeunes catholiques lors d'un concert de Pink Floyd. À la fin de leur concert, le propriétaire du club a refusé de les payer, sous prétexte que leurs prestations ne répondaient même pas aux critères requis pour être considérées comme de la musique. Il ne s'agit pas d'un simple contretemps. Le moral et les finances du groupe en pâtissent considérablement. Le management de Pink Floyd a pris la décision d'intenter une action, en justice parce qu'il était déterminé à réclamer l'argent qui lui revenait de droit. Ils ont intenté une action contre le propriétaire sous la forme d'une réclamation mineure. Malheureusement, le juge local a tranché en faveur du propriétaire, déclarant que le spectacle ne constituait pas de la musique et que le groupe n'avait pas perçu son salaire. À la lumière des dures réalités de l'industrie musicale, c'était une leçon difficile à apprendre. Les salles de concert, en revanche, n'étaient pas toutes hostiles. Dans l'enceinte de l'UFO Club de Londres, Pink Floyd commence à cultiver une base de fans dévoués. Les personnes qui admirent de l'approche non conventionnelle et expérimentale du groupe trouvent dans ce club un refuge bienvenu. Pink Floyd a reçu un coup de pouce bien nécessaire au début de sa carrière lors de ses concerts, car les foules semblaient comprendre et soutenir les objectifs qu'il tentait d'atteindre. Au sein de la scène musicale underground qui se développe rapidement à Londres, le groupe a pu construire sa réputation avec l'aide de l'UFO Club, qui est devenu un lieu important pour eux. La présence théâtrale de Syd Barrett, en particulier, était réputée pour être à la fois unique et énergique. Il sautait souvent sur scène d'une manière qui s'apparentait à un pandémonium contrôlé tout au long de ses spectacles, qui se caractérisait par un niveau élevé d'intensité et d'improvisation à la fois. De ce fait, il est devenu un artiste qui se distingue non seulement en tant que musicien, mais aussi en tant que musicien. L'ingéniosité de Barrett est le moteur de l'exploration par le groupe de nouvelles frontières musicales uniques, même s'il rencontre des obstacles personnels et artistiques. Nicholas Schaffner, qui a consigné l'histoire du groupe, a déclaré que l'intensité de Barrett et sa capacité à repousser les limites étaient importantes pour les premières performances du groupe. Pink Floyd a pu se différencier sur la scène musicale dynamique et diversifiée de Londres grâce à son influence et à son style, ce qui a contribué à la popularité croissante du groupe et à son succès final. L'impact de Gilmour sur Pink Floyd. On ne saurait trop insister sur l'ampleur de l'impact de David Gilmour sur Pink Floyd. La musique du groupe a été largement déterminée par ses talents de guitariste, de chanteur et d'auteur-compositeur. Ses contributions ont été essentielles. Le jeu de guitare de Gilmour était plus qu'une simple question de talent technique. Il s'agissait d'une méthode fascinante de jouer de l'instrument.
Sa façon de jouer était profondément mélodieuse, et chaque note qu'il jouait était imprégnée de sentiments. Il ne suffisait pas de jouer les accords appropriés ou d'exécuter des solos complexes. Il était nécessaire de communiquer une passion et une profondeur réelle au cours de cette performance. La musique de Pink Floyd a atteint un niveau de complexité supérieur grâce à sa technique de jeu. En écoutant des chansons comme Comfortably Numb ou Wish You Were Here, il est évident que le travail de Gilmour à la guitare ne se limite pas à son expertise technique. L'objectif était de créer un environnement et d'établir une connexion émotionnelle avec le public qui écoutait la performance. Ces solos donnent souvent l'impression de raconter une histoire, chaque note s'appuyant sur la précédente pour produire un récit à la fois fort et évocateur. Au-delà de son travail à la guitare, Gilmour a apporté plusieurs autres contributions. Le son de Pink Floyd s'est enrichi d'une couche supplémentaire de profondeur grâce à sa voix, qui s'est bien intégrée à l'environnement musical distinctif du groupe. La direction du groupe a également été influencée de manière significative par son écriture, et plusieurs de leurs chansons les plus mémorables portent sa signature. Ses contributions à la musique du groupe ont été particulièrement importantes. L'influence du travail de Gilmour sur Pink Floyd a été ressentie bien au-delà des limites du groupe. Ses efforts ont laissé une marque indélébile dans les annales de l'histoire du rock et ont eu un impact sur un grand nombre de guitaristes et d'artistes qui ont suivi ses traces. Aujourd'hui, il est largement considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de tous les temps. Et son travail avec Pink Floyd est loué pour la profondeur émotionnelle qu'il possède ainsi que pour l'approche unique qu'il adopte. Maintenant que nous avons fait le tour de la question, parlons de quelques-uns des morceaux préférés de Gilmour dans le répertoire de Pink Floyd. N'est-ce pas formidable de le savoir? Dans une interview accordée en 2006 à Billboard, Gilmour a eu l'occasion de parler de plusieurs chansons qui ont une signification particulière pour lui. Il est toujours intéressant d'écouter des musiciens parler de leur travail, car cela permet de mieux comprendre les chansons qui les touchent personnellement. Lorsqu'on a demandé à Gilmour quelles étaient ses chansons préférées de Pink Floyd, il a choisi Shine on You Crazy Diamond et Wish You Were Here comme deux chansons particulièrement mémorables. Bien que ces deux chansons soient considérées comme célèbres, elles ont également une grande valeur personnelle pour le groupe. Cette chanson est une dédicace à leur ancien compagnon de groupe, Syd Barrett, qui a continué à avoir un effet indélébile sur Pink Floyd même après qu'il ait quitté le groupe. Shine on You Crazy Diamond est interprété en son honneur. Au cours de leur conversation, Gilmour a mentionné que cette chanson est un bon exemple de ce que le groupe ressent à propos de Syd. C'est presque comme un voyage musical, commençant par une introduction à la guitare étonnante et inquiétante qui établit l'ambiance générale de tout ce qui suit. Le son du jeu de Gilmour traduit la gamme des sentiments qu'il éprouve. Il y a beaucoup de sentiments dans cet album, en plus du fait qu'il est techniquement remarquable. C'est un hommage fort à leurs camarades. Et le travail de Gilmour à la guitare est une part importante de ce qui rend la musique si inoubliable. Le morceau entier est une dédicace à leur ami. Ensuite, Gilmour a annoncé la chanson suivante. Wish You Were Here. Wish That You Were Here. Une autre des chansons préférées de David Gilmour. Wish You Were Here. A été évoquée après qu'il eut fini de parler de Shine on You Crazy Diamond. Cette chanson est incroyablement significative pour toute une série de raisons. Mais pour Gilmour, il s'agit d'une autre méditation profonde sur le départ de Syd Barrett du groupe. Le début de la chanson était marqué par une étonnante ouverture à la guitare 12 cordes, un instrument si puissant et presque victorieux. Même si Roger Waters est à l'origine des paroles, c'est l'interprétation de Gilmour qui leur donne vie. Le jeu de Gilmour est plein de passion, même si Waters est l'auteur des paroles. Lorsque Gilmour parle de la chanson « Wish You Were Here », il la définit comme un morceau de musique qui a un effet magnétique sur lui. On est attiré par le solo acoustique captivant, qui est suivi par la guitare à pédales qui traverse toute la chanson. Lorsque vous arrivez à ce point, le message central de la chanson vous frappe vraiment. Il y a une forte présence de sentiments de désir et de perte, que l'on peut entendre à la fois dans la musique et dans les paroles. C'est l'une de ces chansons qui reste en mémoire, non seulement parce qu'elle est magnifiquement composée, mais aussi en raison du poids émotionnel qui la sous-tend. Ensuite, nous avons Comfortably Numb,
qui est probablement l'une des chansons les plus connues de Pink Floyd. Cette chanson est tirée de The Wall, et c'est une chose avec laquelle Gilmour se sent profondément lié, plus que toute autre chose. An Outer. C'est là que se trouve l'un de ses solos de guitare les plus emblématiques. Le genre de solo que beaucoup considèrent comme l'un des meilleurs dans les annales de l'histoire des groupes de rock. Comfortably Numb est souvent l'un des moments les plus mémorables d'un concert de Pink Floyd. Soudain, l'atmosphère de la salle change et l'on a l'impression que quelque chose d'important est sur le point de se produire. En réfléchissant à ce que c'était que de chanter cette chanson en direct, Gilmour a offert un moment vraiment unique de ses représentations. Il a également exprimé ses pensées sur la chanson elle-même. Au cours de la chanson, il a décrit comment Roger Waters finissait de chanter sa partie, et Gilmour se tenait dans l'obscurité la plus totale en attendant son tour de chanter. À ce moment-là, personne dans le public ne pouvait le voir. Lorsque Roger terminait son texte et que Gilmour commençait à chanter, il y avait une réaction collective du public. Cela se produisait dès que Roger terminait sa réplique. Les 15 000 personnes présentes dans la foule levaient brusquement la tête, comme si elles étaient étonnées de le trouver là, selon Gilmour, qui l'a décrit ainsi. In Outre, on pouvait entendre ce genre de halètement se répercuter dans le public chaque soir, sans faute. Cette sensation, ainsi que la réaction du public, ont été pour Gilmour une expérience fantastique. Comfortably Numb est l'une de ces chansons qui trouvent un écho unique auprès des auditeurs. En plus d'être l'une des préférées des fans, c'est aussi une chanson qui revêt une grande importance pour Gilmour lui-même. Elle est puissante, passionnée, et le solo de guitare est le genre de chose qui reste dans votre mémoire longtemps après la fin de la chanson. Le départ de Barrett du groupe, ou peut-être devrions-nous dire qu'il a été contraint de quitter le groupe, n'est pas une histoire particulièrement agréable. Alors, que s'est-il passé exactement? Aux alentours de Noël 1967, Pink Floyd est confronté à une situation difficile. Bien qu'il ait été la force créatrice du groupe, Syd Barrett est aux prises avec des problèmes de santé mentale. David Gilmour est invité à rejoindre Pink Floyd en tant que second guitariste afin que le groupe puisse bénéficier de l'absence de Barrett. Alors que Barrett se promène périodiquement sur scène et se joint occasionnellement au groupe, Gilmour joue et chante de temps en temps pendant les concerts. Cependant, le groupe réalise immédiatement que le comportement imprévisible de Barrett devient un problème pour eux. Et cette prise de conscience est rapide. Le groupe se rendait à un concert à l'Université de Southampton le 26 janvier 1968, lorsqu'il fut confronté à un choix difficile. Il décide de ne pas prendre Barrett. L'un des membres a demandé « Devrions-nous aller chercher Syd ?» Une autre personne a simplement dit « Ne nous embêtons pas avec ça ». Barrett ayant joué un rôle important dans la composition d'une grande partie des premières chansons du groupe, l'intention était de maintenir son implication dans le groupe d'une manière ou d'une autre, un peu comme les Beach Boys l'avaient fait avec Brian Wilson. En revanche, il devient très vite évident que cette stratégie n'est pas réalisable. Waters décrit un incident à la fois humoristique et instructif survenu lors d'une des dernières répétitions de Barrett avec le groupe. In Outre, Barrett a présenté une toute nouvelle chanson qu'il a intitulée « Have You Got It Yet ». Avez-vous déjà compris? Lorsqu'ils ont commencé à jouer la chanson, elle semblait simple, mais en continuant à jouer, le groupe a remarqué que Barrett ajustait constamment l'arrangement, ce qui rendait l'apprentissage difficile. Il s'est avéré que Barrett faisait exprès de se moquer d'eux. Gilmour observe que le sens de l'humour de Barrett est resté intact malgré les difficultés qu'il rencontrait. C'était un véritable coup de génie. Selon la description de Waters, une seule des chansons que Barrett a composées pour Pink Floyd après leur premier album, The Piper at the Gates of Dawn, a été incluse dans leur deuxième album, A Saucer, Full of Secrets. Publié en 1968, la chanson qui figure sur l'album est Jug Band Blues. D'autres chansons, comme Apples and Oranges, n'ont pas connu un grand succès, tandis que des chansons comme Scream, The Last Scream et Vegetable Man ont été publiées qu'en 2016. Remember a Day It Set the Controls for the Heart of the Sun sont deux des chansons auxquelles Barrett a participé en tant que guitariste. Il a également contribué à la production d'autres chansons. En raison des remords éprouvés par les membres du groupe, ils ont décidé de ne pas dire à Barrett qu'il ne faisait plus partie du groupe.
Lorsque Richard Wright, qui vit avec Barrett à l'époque, part pour des concerts, il convainc Barrett qu'il ne sort que pour acheter des cigarettes. Lorsque Barrett revenait, il restait au même endroit, souvent avec une cigarette consumée jusqu'au bout, et il demandait si Wright avait obtenu les cigarettes. Après un certain temps, le film Pink Floyd The Wall fait référence à ce moment déchirant de déconnexion de Barrett. Barrett se montre de temps en temps pendant les concerts, où il engueule Gilmour, et il passe du temps à attendre à l'extérieur du studio d'enregistrement dans l'espoir d'être admis à l'intérieur. À la suite de la fin de leur contrat avec Black Hill Enterprises, Pink Floyd annonce officiellement le 6 avril 1968 que Barrett a quitté le groupe. Cette annonce coïncide avec la fin de leur contrat. Même s'ils ne sont plus ensemble, Black Hill Enterprises a toujours considéré Barrett comme le leader musical du groupe. Echoes est la seule musique que David Gilmour ait mentionnée avant cela. Echoes, qui figure sur l'album Metal, est une musique qui se distingue par le fait qu'elle est plus qu'une simple chanson. C'est une expérience dans son ensemble. Le voyage, qui dure environ 24 minutes, est une démonstration de la profonde synergie musicale qui existe entre David Gilmour et Richard Wright. Il est truffé de moments où les solos de Gilmour, à la fois pleins d'âme et techniquement excellents, brilliant, montrant quelques-uns de ses meilleurs travaux de guitare avec Pink Floyd. Ce morceau est rempli de moments inoubliables. Cependant, ce qui distingue Echoes des autres albums est la façon dont Gilmour et Wright communiquent musicalement. Grâce à cette interaction, l'expérience est unique et complètement immersive, et il est impossible de la décrire avec des mots. Gilmour a décidé de ne plus interpréter Echoes après la disparition de Richard Wright. L'explication qu'il a donnée permet de comprendre les raisons pour lesquelles ce choix était si important. Selon cette explication, il y a quelque chose de si particulier dans la manière dont Rick et moi interprétons cette chanson. Il n'est pas facile de faire comprendre à quelqu'un ce qu'il fait, et de le faire ensuite de la même manière. Ce n'est pas le but de la musique. À la lumière de cette attitude, l'aspect intime et irremplaçable de leur relation musicale est particulièrement mis en évidence. Lorsqu'il s'agit de jouer Echoes, Gilmour sait qu'il ne suffit pas de jouer les bonnes notes. En ce qui concerne la connexion profonde qu'il avait avec Wright, c'est de cela qu'il s'agissait. La connexion qui existe entre ces deux musiciens ne peut être recréée d'aucune autre manière. À partir de là, Echoes est un témoignage émouvant du lien spécial qui existe entre Gilmour et Wright. Le fait qu'il représente avec succès une époque unique dans l'histoire de la musique qui ne pourra jamais être reproduite est un facteur important qui contribue à sa pertinence. Examinons maintenant une déclaration de Gilmour concernant la musique en général, et plus particulièrement son opinion sur le concept d'intemporalité. Selon lui, la véritable mesure de l'éclat d'une chanson est de savoir si elle continue à résonner des années, voire des décennies, après sa publication initiale. Il est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme d'une nouvelle chanson lors de sa sortie. Mais Gilmour est d'avis que si les gens continuent d'avoir un lien avec la musique, même après un certain nombre d'années, c'est le signe que les choses sont vraiment remarquables. Il l'a bien compris lorsqu'il a fait remarquer que si leur travail peut encore sembler légitime des décennies après sa création, il y a de fortes chances qu'il mérite d'être favorisé. L'un des aspects les plus importants de l'héritage de Pink Floyd est le concept d'une musique éternelle. Wish You Were Here, Comfortably Numb et Shine on You. Crazy Diamond ne sont que quelques exemples des nombreuses chansons qu'ils ont produites et qui ont conservé leur popularité au fil du temps. David Gilmour n'a jamais cherché à répondre aux attentes des autres. Il s'est toujours efforcé de créer une musique qui lui parle personnellement. La popularité durable de Pink Floyd peut être attribuée, en grande partie, à cet aspect particulier. Son engagement à faire de la musique qu'il aime, plutôt que de suivre les tendances, a été essentiel pour façonner le son du groupe et faire en sorte qu'il continue d'avoir un effet pendant longtemps. En ce qui concerne la transmission de son héritage, Gilmour a un point de vue étonnamment simple. Même si la musique de Pink Floyd peut rester dans les mémoires et être jouée pendant un certain temps, il admet qu'elle finira par être oubliée, comme tout le reste. D'après ses commentaires, je pense que notre musique continuera à être jouée pendant un certain temps. Mais après cela, elle sera oubliée comme tout le reste. Combien de temps pensez-vous qu'il lui faudra?
Que diriez-vous d'une centaine? Un millénaire? Quoi? Un millénaire? Donnez-moi un indice. Je n'y pense pas beaucoup. Réaliste et modeste. Gilmour vit dans l'instant présent plutôt que de s'inquiéter de la façon dont les autres évalueront son travail à l'avenir. L'écoute des morceaux de Pink Floyd préférés de Gilmour est une façon intrigante de se faire une idée du son du groupe. Ces choix illustrent la profondeur émotionnelle et créative de Pink Floyd, qui est l'une des principales raisons pour lesquelles leur musique a trouvé un écho auprès d'un si grand nombre d'auditeurs au fil des ans. Enjoy You Were Here et Shine on You. Crazy Diamond ne sont pas simplement des chansons. Ce sont des expériences. Réfléchissant aux relations et aux expériences du groupe, ces hommages sont significatifs. Hommage sincère à Syd Barrett. Shine on You, Crazy Diamond capture la joie et la tristesse de leurs souvenirs. Un sentiment de perte et de nostalgie se retrouve dans la célèbre entrée de la guitare à 12 cordes de Wish You Were Here. D'autre part, l'énergie inventive du groupe et le superbe jeu de guitare de Gilmour sont mis en évidence sur Comfortably Numb et Echoes. L'un des solos de guitare les plus reconnaissables de Gilmour, un moment de magie musicale totale, apparaît sur Comfortably Numb. Et il ne manque jamais d'impressionner les auditeurs. J'espère que les 4 chansons ci-dessus porteront le nom de votre chanson préférée. Et quelle est la raison pour laquelle vous les aimez? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.